France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, metteur en scène prolifique sur toutes les scènes du monde, de New York à Milan, de Salzbourg au Festival d'Aix-en-Provence, le Canadien Robert Carsen est de retour à l'Opéra de Paris où il vient de monter l'Ariodante de Handel, à voir à l'Opéra Garnier jusqu'au 20 mai, dirigé par Harry Bickett. Il montre dans cet opéra, dans sa mise en scène, toute la modernité de cet opéra baroque en 3 actes de 1735. Une histoire de cour et de chœur où les réputations sont mises à mal. L'arme fatale, encore de nos jours, notre invité Robert Carsen nous le dira. Il est aujourd'hui dans Bienvenue au club. Une émission programmée par Henri Leblanc et Anouk Delfino, préparée par Théa Corler, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez. Avec Olivier Guérin aujourd'hui à la réalisation et Jacques Hubert à la technique. Bonjour à tous. Et bonjour Robert Carsen. Bonjour Olivia. Ami des artistes, metteur en scène mais parfois aussi scénographe d'exposition. Vous êtes de retour en France, bienvenue. Quelle est la première exposition que vous êtes allé voir ou que vous irez voir? Est-ce que ce serait Basquiat Warhol à la Fondation Vuitton? Est-ce que ce serait Sarah Bernard au Petit Palais? Est-ce que ce serait David Hockney au musée Granet à Aix-en-Provence ou encore Manet Degas au musée d'Orsay? Je vous donne des pistes. J'ai déjà vu l'exposition Basquiat à Warhol que j'ai adoré à la Fondation Louis Vuitton et j'ai passé pas mal de temps. C'est une exposition très surprenante. Je connais assez bien le travail des deux artistes. Je pense que j'ai vu seulement 2 toiles de collaboration et j'étais très heureux de voir ça. Oui, c'est cette expo à 4 mains. Oui. Oui. David Hockney au musée Granet, je vais peut-être aller le voir quand je serai dans le sud en quelques semaines. Et Degas, c'est Degas Monet, non? Que je voulais absolument voir. Et je me rappelle, j'avais l'intention d'aller le voir, mais ils ont reporté la date de l'ouverture d'exposition à cause de la visite annulée de le roi Charles. Ah bah oui. Donc, du coup, je ne pouvais pas le voir puisqu'on était dans les répétitions finales pour Ariodante. Alors, Hockney, c'est l'ami. C'est votre ami, Robert Carsen. C'est vrai. Si vous passez le voir dans le Sud, ce sera l'occasion de vacances ou vous préparez quelque chose pour le Festival d'Aix-en-Provence? Non, ce serait pour voir l'exposition, puisque David, il habite en Normandie actuellement. Mm-hmm. Et donc, ce serait pour voir l'exposition quand je serai dans le Sud, juste pour la détente. Pour la détente, parce que le Festival d'Aix, et on va y revenir, vous avez aussi noué avec ce festival d'art lyrique une relation toute particulière. Qu'est-ce que vous trouvez chez les peintres? Qu'est-ce que vous aimez dans cet art pictural? Est-ce que vous y trouvez aussi votre inspiration à vous, comme scénographe et comme metteur en scène? Parfois, l'art, pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre les arts. La façon dans laquelle les artistes travaillent me donne réflexion, dans le sens qu'un écrivain ou un artiste travaille tout seul. Nous, dans le théâtre, dans l'opéra, dans le ballet, dans la comédie musicale, c'est un art de collaboration. Nous sommes plusieurs à faire une réalisation, tandis que ces artistes-là, ils travaillent tout seuls. Mais c'est un univers qui m'intéresse énormément, l'univers créé par un artiste, une réflexion de son époque. Je me rappelle une fois David, quand je l'ai rencontré tout jeune, il m'avait dit une fois, quand on est allé voir une exposition ensemble, il m'avait dit, quoi qu'on pense, on fait toujours partie de son époque. Il me faisait des explications en regardant des tableaux en état à Venise, il se trouve. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais par exemple, parlons de quelque chose comme Ariodante de Handel. Pour moi, quand je travaille sur une partition, sur une pièce qui est écrite pratiquement 300 ans avant nous, 1735 pour le cas d'Ariodante, je regarde ça comme si ça vient d'être écrit. Je dis toujours, c'est pas la faute à l'œuvre que X cents années se sont passées, que le temps a passé, puisque l'œuvre, quand il a été écrit, comme toute œuvre, était moderne, et on sait combien d'efforts les artistes, les compositeurs ont dû donner pour créer l'art, trouver le livret qui va les inspirer, trouver l'histoire qui va
aider à inventer ce paysage émotionnel qui est la musique, abstrait, qui appartient qu'à eux, qui, contrairement au texte qui est lisible par tout le monde, est une chose que chacun de nous appréhende d'une manière différente. Donc, j'aime regarder les pièces comme s'ils viennent d'être écrits et ne pas du tout c'est compliqué, ce que je veux dire, dans le sens que ce n'est pas une question de comment on fait la mise en scène, décor, costume, d'époque, pas d'époque. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle de le regard sur l'œuvre. Je n'aime jamais mettre la voile de la distance du temps. C'est fascinant quand on lit comme Handel, les problèmes qu'il a eus. Il est arrivé en 1711 à Londres, grande explosion. C'était un théâtre que personne n'avait jamais vu, ses opéras italiens. Et puis, avec le temps, avec son succès, les ennemis contre lui, les factions qui démolissaient ce qu'il faisait, tous les problèmes qu'il a eus. Et tout ce qu'il a dû faire pour renouveler son travail, pour que ça... Et dans le cas d'Ariodante, on sait qu'il a ajouté la danse. Ça, c'était the new secret weapon. C'était Marie Salé, les danseurs. Donc, on sent dans la création de chacun de ses œuvres, et j'essaie de trouver ce qui est immédiat dans le travail. Mais au fond, du coup, pour vous, qu'est-ce que c'est la modernité? À quoi ça tient? Mais la modernité, c'est peut-être ne pas chercher à être moderne, c'est chercher à être juste dans le rapport que l'œuvre peut avoir avec le public d'aujourd'hui, puisque, bien évidemment, on peut dire que l'être humain en soi-même n'a pas tant changé en 300 ans, mais le public a changé dans ce qu'il connaît. Ce que le théâtre représente aujourd'hui, ce que le théâtre représentait, entre-temps, il y a tous les développements, pas seulement du théâtre, mais du cinéma, des médias, tout ce qui est... Donc, ce qui est très intéressant quand on travaille sur l'opéra de Handel, c'est que nous sommes très peu habitués à se concentrer pour si longtemps. Tout est 15 secondes, 12 secondes, 42 mots, X signes, tandis que là, avec Handel, on est plongé dans l'émotion, des airs qui durent jusqu'à 12, 13, 14, 15 minutes. Incroyable. Donc, il y a de toute façon pour moi, avec tout l'art, une relation au temps qui est très particulier. On visite, on peut être devant un tableau, on peut être devant un morceau de musique, un ballet, une danse, le cinéma. C'est l'arrêt du temps. Et Handel, pour moi, c'est le maître de savoir nous faire suspendre ou arrêter le temps. Et c'est un opéra tout plein d'arias qui sont totalement virtuoses. Et puis il y a un grand air, le beau lamento de Handel dans cette pièce qu'on va écouter, si vous le voulez bien. Il clôt plutôt l'acte 2.
Amour, honneur, complot, trahison à la cour d'Écosse pour cette Ariodante de Handel. Qui sont vos Ginevra et votre Ariodante? Qui est le traître Polynesso dans cet opéra Robert Carsen que vous mettez en scène actuellement à l'Opéra de Paris? Qui sont-ils dans notre production? Vous savez que Ariodante, c'est peut-être le troisième ou le quatrième opéra que Handel a composé basé sur Orlando Furioso de l'Arioste, avec Alcina, avec Orlando et peut-être certainement un autre, peut-être un deuxième que j'ai oublié. Mais c'est dans toutes les œuvres que Handel a écrites, c'est la seule œuvre qui est située au Royaume-Uni, où Handel a vécu tellement longtemps. Donc il arrive en 1711 et Ariodante, il le compose 25 ans plus tard. Il est là tout le temps avec les premières, une après l'autre. Donc, avec mon co-scénographe Luis Carvalho, on a décidé que c'était peut-être intéressant, étant donné que nous sommes entièrement à la cour de le roi d'Écosse, avec sa fille, la princesse Ginevra, son amant, le prince Ariodante, et son frère, le prince Lorcagno, le duc d'Albany, Polynesso, le méchant. Qu'elle doit épouser, hein. Ginevra doit épouser Ariodante, mais elle va devoir subir les mauvais coups du sort et les mauvais coups du traître. Avec le dame d'honneur d'Olinda et avec le secrétaire privé, private secretary, comme on dit en anglais, du roi Odoardo, qu'on a décidé de rester en Angleterre, au Royaume-Uni, en Écosse, et d'imaginer la famille royale, peut-être d'aujourd'hui, avec le roi Charles, et bien sûr on a deux frères royaux là avec Prince Harry, Prince William en reflet avec Lorcagno et Ariodante, si vous voulez, et d'avoir un peu cet œil sur les scandales de cour, les problèmes de trahison, d'agenda, comme on dit en anglais, que chacun essaie de faire vendre son point de vue, et bien évidemment Polynesso qui est vraiment le plus méchant que Handel a jamais composé, parce que d'habitude, c'est plutôt gris, plus que blanc et noir. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui, d'emblée, tel un Richard III dans la pièce de Shakespeare, sait et nous dit dans son premier air, je sais ce que je fais, je veux faire du mal, mais je sais pourquoi je le fais et c'est comme ça qu'il faut faire. Et chaque fois on le voit, il nous souligne que c'est plus facile et mieux de se comporter comme on veut au lieu d'être vertueux et ennuyant. Poussant Ariodante jusqu'au suicide, hein. C'est aussi le sujet de ce lamento, hein, de ce lamento Scherza infida. Oui, il démolit un sommet musical. Hein, aussi, il démolit la réputation de Ginevra en l'accusant en montrant à Ariodante à quel point elle est infidèle avec personne d'autre que lui-même. Non, il explique qu'elle couche avec lui et qu'elle n'aime pas du tout Ariodante, qui elle doit marier le lendemain. Donc, il démolit sa réputation de la fille du roi. Le roi refuse de lui parler. Il pousse son fiancé Ariodante au suicide. Et il s'organise le tout du point de vue qu'il peut être le champion qui va venir défendre la fille pour pouvoir l'épouser et devenir le futur roi. Puisque le roi d'Écosse a déjà déterminé que celui qui va marier sa fille deviendra le prochain roi après lui. Vous dites aussi que c'est une des premières fois, en tout cas c'est la première fois que d'une manière aussi aiguë, Handel, Robert Carsen, entre à ce point-là dans la forêt de nos psychés, hein, avec cet opéra, à comprendre les douleurs, les états d'âme, les songes funestes, hein, que sont ceux de ces personnages. Je ne sais pas si c'est la première fois, puisqu'il y a plein d'autres. Non, ce que je dis avec cet opéra, c'est que pour moi, c'est unique dans le sens que, étant donné qu'il n'y a aucun caractère mythologique ou magique, il n'y a pas de mage, il n'y a pas de magicienne, il n'y a pas de dieu, on reste complètement dans une réalité. C'est une opéra qui est beaucoup plus réelle dans le développement du synopsis du complot que la plupart des opéras d'Handel. Et il n'y a pas de deuxième couche de métaphore ou poétique même. Bien évidemment,
dans l'exploration des douleurs et des souffrances des caractères. Ginevra, quand elle ne comprend plus rien, comment elle a pu, dans l'espace de 20 minutes, perdre son amant, son mari et l'affection de son père. Quand elle est innocente de tout, elle ne comprend plus rien. Et elle aussi, elle est proche de suicide. Mais l'histoire, où tous les caractères sont liés dans la même histoire, n'a pas du tout cette complexité de l'histoire que des opéras comme Alcina ou bien d'autres ont, avec la présence des magiciens ou des dieux, comme j'ai dit, qui peuvent amener un deuxième, troisième niveau de lecture. Elle va en perdre littéralement la raison et reste à savoir si Handel va la sauver. Et finalement, dans cette société de cour qu'il représente et qui est toujours éventuellement d'actualité, comme vous le soulignez, Robert Kersen, qui est propre à l'humanité, ces sentiments à la fois vils et bas et nobles d'un autre côté, qu'est-ce qui va la sauver? Comment Handel va la sauver? Est-ce qu'il va faire le choix? Oui. Bien sûr, puisque tel d'une série, on apprend que Ariodante est mort, et puis après le deuxième entracte, on découvre qu'il n'est pas mort, qu'il a survécu à sa tentative de suicide. Il a été sauvé, on ne sait pas exactement pourquoi. Ils se plaignent de ne pas être mort, et c'est à ce moment-là qu'il se trouve, comme par hasard, Dalinda, la dame d'honneur de Ginevra, qui folle d'amour de Polynèse, l'a suivi dans son complot et l'a aidé dans la tromperie en endossant la robe de Ginevra, donné l'impression à Ariodante et à son frère qui était présent que Ginevra a fait l'amour avec Polynèse tandis que c'était elle. Polynèse veut s'en débarrasser d'elle, puisque, comme dans les bonnes histoires criminelles, il a compris que c'est elle la faiblesse et la risque, qu'elle risque de parler. Donc il organise qu'elle soit tuée, et c'est à ce moment-là qu'Ariodante la sauve, et elle explique tout, et il court à sauver Ginevra et s'excuser qu'il a douté d'elle, et d'avoir une sorte de happy ending. Ah bah, une happy end qui fait du bien quand même, vous nous rassurez. Cet opéra, il a été conçu, vous le disiez, dans l'adversité pour Handel et pour l'ouverture du Théâtre Royal de Covent Garden. Vous y avez, vous, mis en scène, notamment la première fois, Iphigénie en tauride de Gluck, c'était en 2007. Est-ce qu'à cette occasion-là, vous avez croisé, en 2007, le fantôme de Handel? Et est-ce qu'il vous a dit... à vous, Robert Kersen, ces jeux de cour qui sont propres à l'humanité, comment s'en protéger? Vous les avez subis parfois? La cour royale, pas trop. Mais bien évidemment, dans chacun Le monde de l'opéra est une grande cour aussi, non? On l'imagine. Oui, le théâtre, bien sûr. Oui, il y a toujours des pour et des contre, mais c'est une question intéressante. Je ne sais pas exactement comment répondre à ça, mais bien évidemment, on doit apprendre à suivre son chemin. Je trouve que c'est normal dans la vie. Il y a toujours des gens qui aiment ce qu'on fait. Il y a des gens qui n'aiment moins ou n'aiment pas du tout. Mais je pense que la seule façon de bien travailler, c'est de croire en ce qu'on fait. Et quand on ne sait pas ce qu'on fait, de se poser des questions pour être sûr qu'on est toujours dans la sincérité et la vérité telle qu'elle existe. Chacun de nous, on a une autre réponse à la vérité, mais j'essaie toujours d'être sincère dans ce que je fais. Et aussi d'avoir une réaction sincère et avec une certaine compréhension sur ce que les créateurs des œuvres ont voulu, puisque pour moi c'est très important de comprendre pourquoi un artiste a créé quelque chose. Nous sommes de rester dans ce dialogue avec eux, de comprendre le sens profond des œuvres aussi. Oui. Nous sommes des artistes interprétifs. Je ne écris pas une pièce, je l'interprète en faisant une mise en scène. Donc c'est bien de comprendre qui était à l'origine de la pièce. Et bien évidemment, par exemple, dans Ariodante, il y avait cette secret weapon que Handel a utilisé pour attirer l'intérêt à nouveau vers lui à Londres. C'était la présence de la danse. Marie Salé, la célèbre danseuse française avec sa troupe qui était à Londres, qu'il a inclus dans
dans l'œuvre pour clore chacun des 3 actes. Ça, c'est très intéressant. Et de surprendre en y introduisant le ballet dans un opéra, ce qui ne se faisait pas. Vous pensez vos mises en scène comme des tableaux. On parlait de votre rapport à l'art pictural, aux peintures, aux peintres au début de cet entretien. Et c'est vrai que votre Ariodante nous y fait furieusement penser, puisqu'il s'ouvre sur la vue d'une chambre avec une symétrie parfaite entre le bureau et la coiffeuse et ce grand lit à baldaquin au centre. Et puis, il faut parler du vert, qui est quand même la couleur dominante de cet opéra et qui, normalement, est censé plutôt porter malheur au théâtre. Pourquoi l'avoir choisi? Qu'est-ce que ce vert symbolise pour vous, Robert Kersen? Le vert, c'était un choix que nous avons fait puisque dans cet opéra, il y a quelques scènes à l'extérieur et le décor qu'on a conçu devait fonctionner pour l'intérieur et pour l'extérieur. Donc en Écosse, le vert, ça semblait un choix. Si on aurait choisi une autre couleur, ça n'aurait absolument pas fonctionné quand on était dehors. Le deuxième scène de le premier acte, on a situé ça dehors. Il y a aussi une scène de pique-nique royal, comme se fait à Balmoral, la chasse et tout ça. Donc, le vert est venu, mais ça semblait aussi une couleur très juste pour cette œuvre. Mais je ne peux pas le justifier dans des termes intellectuels. Ça nous semblait juste. Mais il faut que je dise une chose. Je ne pense pas vraiment en termes des tableaux, puisque le tableau est une chose qui ne change pas. Et pour moi, un morceau de théâtre, une pièce de théâtre doit être très, très, très vivant. Donc, je n'aime pas du tout l'idée que ça soit fixé. Bien évidemment, il y a des images, puisqu'on passe d'une scène à une autre. Mais il faut que ça soit en action et changeant tout le temps, pas figé. Robert Kersen, une culture et un raffinement européen alliés à une précision de travail nord-américaine. Voilà ce que disait de vous Nathalie Dessay, reine de la nuit, dans votre flûte enchantée mozartienne. Tout en louant vos 1001 qualités, le journal Le Monde disait à son tour, il y a 10 ans, le Canadien a tout ou presque du gendre parfait. Avec vous, il semblerait que la promesse de ne jamais être déçu est toujours tenue. C'est ce que confirme aussi en 2016 Le Figaro, si on lit la presse française. 30 ans que le Canadien s'est imposé comme l'incontournable artisan de réussite majeure, avec une constance dont la qualité qui laisse songeur au regard de sa cadence de production. Est-ce que vous mettez un point d'honneur, Robert Kersen, à ne pas décevoir, à maintenir la promesse Kersen? Oula. L'heure des comptes. Non, je ne me rends pas compte de ça. Je me rends compte juste d'une chose, c'est que chaque production qu'on fait, c'est comme la première. Je veux dire, je ne pense pas du tout en termes d'une réputation. Je pense juste qu'en termes d'essayer d'être à l'auteur des œuvres. Et il y a tellement de facteurs qui contribuent à un spectacle, avec les artistes surtout, l'orchestre, le chef d'orchestre, le chorégraphe, les danseurs et toute la technique derrière. Et l'opéra est quand même un miracle quand on pense aussi aux ateliers, les ateliers de l'Opéra de Paris qui sont juste fabuleux, les chœurs, tout le monde qui se donne, les techniciens. Bien sûr, mais il y a quand même vous au milieu, vous dans tout ça, avec votre propre envie de vous renouveler, de parfois, j'imagine aussi, casser cette image un peu, même pas sage, parfaite, une image de perfection. Quand on vous appelle pour un nouvel opéra, où est la prise de risque pour vous? Où est-ce que vous la placez? Mais c'est toujours différent. Et moi, j'aime beaucoup le risque. Je n'aime pas du tout me répéter et faire la même chose. C'est pour ça que j'aime faire les expositions, faire les pièces de théâtre, parfois dans une langue qui n'est pas du tout la mienne, faire de la comédie musicale et pas continuer à faire que de l'opéra. Donc, le risque est une chose que je recherche activement, que je pense est très important pour apprendre. Parce que c'est ça qui est la chose la plus intéressante dans la vie, c'est d'apprendre. Au théâtre, pour créer un spectacle, on doit répéter pour les répétitions, mais on ne veut pas du tout se répéter dans la vie. On veut essayer d'être confronté à des nouveaux challenges et c'est ce que je recherche tout le temps. Vous vous souvenez, j'imagine, de votre première mise en scène à l'Opéra de Paris, 95, Nabucco de Verdi, programmé par Hugues Gall. L'an dernier, c'était Electra de Richard Strauss que vous nous donniez à voir et à entendre. Gluck, Mozart, Verdi, Strauss, Poulenc, Offenbach, Puccini, Wagner, vous avez tout fait. Mais si on devait vous rattacher à un opéra, lequel serait-ce pour vous, Robert Kersen, celui qui vous parle le plus intimement? Ça, c'est très difficile. C'est comme demander à un parent de dire lequel de ses enfants il préfère. Vous savez d'emblée. Peut-être simplement, lequel de vos enfants vous ressemble le plus? Oh, ça,
je pourrais vraiment pas vous dire. Je sais celui qui a été donné peut-être le plus, c'est le Songe de nuit d'été, qu'on avait monté en 91 au Festival d'Aix-en-Provence, qu'on a remonté 32 ans plus tard cette année à l'Opéra de Rouen. Et ça a été monté beaucoup de fois entre-temps en Chine, aux États-Unis, beaucoup en Europe, etc. Donc c'est une œuvre, puisque j'adore Shakespeare, bien sûr, donc c'est une œuvre pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse. Surtout qu'il y a tellement de caractères différents, donc selon comment on se sent, on peut se projeter dans un Oberon où on peut être bit more naughty, penser à Pâques ou les amants ou Bottom, les travailleurs. Je veux dire, c'est une œuvre qui est tellement riche. Un autre que j'adore beaucoup, c'est Dialogue des Carmélites de Poulenc, qu'on a aussi donné plusieurs fois. Donc peut-être ce sont les enfants avec lesquels j'étais le plus régulièrement en contact, puisqu'ils sont ceux qui sont venus visiter leur père le plus souvent. Voilà, et le parrain, c'est peut-être William Christie, cette amitié qui vous lie. Ensemble, vous partagez cette passion, une passion pour le baroque, et vous avez noué beaucoup de projets ensemble. Le grand-oncle, ce serait la bonne étoile, celui qui a veillé sur vous depuis toujours, depuis des cours de diction pour maîtriser ce fameux « S » que vous n'arriviez pas à dompter, en passant par vos premières émotions théâtrales jusqu'aux mises en scène que vous avez réalisées. Vous citiez à l'instant le Songe d'une nuit d'été, et c'est Shakespeare que vous avez mis en scène à la Comédie Française pour la première fois, c'était du théâtre, et dont vous disiez une très belle chose. Il y a dans cette pièce toute une musique du non-dit, une autre musique que vous mettez en scène encore dans cet opéra de Handel aujourd'hui. Cette musique du non-dit qui est au cœur de cette Ariodante qui est à voir jusqu'au 20 mai. Merci 1000 fois à vous, Robert Kersen, d'avoir été avec nous. Merci, Olivia. France Culture, l'esprit d'ouverture.